bonsoir et bienvenue dans cet indice exceptionnel consacré ce soir aux tueries du Brabant. Cette affaire, probablement la plus mystérieuse de toute notre histoire judiciaire. Entre 1982 et 1985, deux vagues de braquages et d'assassinats, notamment dans des supermarchés de l'Aise, sèment la terreur en Belgique. 28 personnes vont perdre la vie, dont des enfants froidement assassinés. Et si ce soir nous revenons sur cette affaire, c'est que le parquet fédéral fait de nouvelles révélations. Dominique Demoulin, bonsoir. Bonsoir Julie. C'est vous qui avez mené cette enquête pour Indice. Oui, le parquet fédéral souhaite lancer un nouvel appel à témoins, à la fois sur VTM, côté néerlandophone, et sur notre antenne. Depuis quelques mois, le nombre d'enquêteurs a décuplé. Ils sont 20 à nouveau à se pencher sur cette affaire, entourés de 5 analystes criminels. Ils relisent le dossier, ils relancent de nouvelles analyses ADN, ils ressortent des témoignages qui n'ont pas été exploités. Bref, c'est une nouvelle impulsion que le parquet fédéral donne à cette enquête. Et ce soir, le parquet fédéral dévoile de nouveaux éléments. Oui, vous entendrez notamment pour la première fois le témoignage d'un homme qui a participé aux fouilles de 86 dans le canal de Ronquière. Alors, ces fouilles ont permis de ressortir de l'eau un tas d'objets attribués aux tueurs du Brabant. Mais le parquet fédéral en est convaincu. Il y a eu manipulation de l'enquête. C'est sur ce point notamment qu'il veut aujourd'hui relancer un appel à témoins. Je vous propose qu'on regarde tout de suite votre enquête menée en collaboration avec VTM. Le canal Bruxelles-Charleroi, à 3 km du plan incliné de Ronquière. C'est dans ces eaux boueuses que se situe sans doute l'une des clés du mystère des tueurs du Brabant. Le 6 novembre 86, c'est ici, précisément à l'emplacement actuel du bateau, que des plongeurs découvrent quantité d'objets qui relient entre eux tous les faits attribués à la sinistre bande. Ces pièces à conviction sont conservées au palais de justice de Charleroi. Exceptionnellement, nous avons l'autorisation de visiter les lieux. Nous sommes maintenant au greffe Brabant-Wallon, au sein du palais de justice de Charleroi, là où sont stockées toutes les pièces relatives à l'enquête sur les tueries du Brabant-Wallon. Ce sont des pièces qui sont directement liées aux plongées de Ronquière de 1986. On a ici, dans les sacs, mais ce ne sera pas très visible, quelques pièces d'armes. On a une grenade qui était vide, donc plus une pièce de collection. On a ici la poignée d'un revolver Ruger. On a le barillet. On a quelques cartouches. On retrouve énormément de cartouches lors des plongées. Celles-ci ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes sciées. Il y a un coup de cisaille, de scie, je ne sais pas. Enfin, voilà. Il y a un trait, on n'a jamais eu d'explication, on n'a jamais compris pourquoi elles avaient été traitées comme ça. Voilà, ça c'est le coffre qu'on a appelé à un moment baby coffre, mais en fait qui est juste un coffre à monnaie qui a été volé au Delhaize d'Alost en 85 et retrouvé lors de ses plongées. La plupart de ces objets, contenus dans des sacs poubelles, ont été découpés soigneusement. Mais les morceaux permettent de reconstituer le puzzle des attaques. Depuis le vol d'une canardière dans une armurerie de Dinan, le 13 mars 82, jusqu'à la tuerie d'Alost en 85. 21 faits, 28 morts et des dizaines de blessés. La découverte de 86 est capitale. L'énigme paraît alors sur le point d'être résolue, mais depuis, la science a ébranlé ses certitudes. Nous avons des raisons pour croire qu'à ce moment-là, l'enquête a été manipulée. Un témoignage récent contribue encore à épaissir le mystère. Tout récemment, l'assistant du plongeur a été réentendu. Donc, lui confirme clairement que son plongeur qu'il a aidé, qu'il a assisté, a sorti ce sac de jute de l'eau. Et lui croyait, ou était presque sûr, qu'il y avait des armes dedans. Depuis février, l'enquête est cornaquée par le parquet fédéral qui s'exprime.
pour la première fois. Le compte à rebours a commencé. Il reste 7 ans pour résoudre la plus grande énigme criminelle du pays. L'équipe d'enquêteurs a été renversée. Maintenant, il y a 20 enquêteurs assistés de 5 analystes criminels. On fait de nouvelles expertises scientifiques sur l'ADN, par exemple, et des empreintes digitales. Et maintenant, comme vous savez, il y a beaucoup plus possible en ce qui concerne, par exemple, les enquêtes ADN, les expertises ADN, qu'il y a 10 ans ou même qu'il y a 5 ans. Si l'équipe d'enquêteurs a été renforcée il y a quelques mois, c'est à la suite du témoignage de cet homme. Kent u deze persoon? Dat is mijn broer. Une fausse piste, une de plus, affirme aujourd'hui le parquet. Aux bases des éléments qui sont dans l'enquête maintenant, nous pouvons dire que ce monsieur Bonkowski n'était pas le géant de la bande des tueurs de Brabant-Wallon. Mais alors, qui sont ces hommes? Retour en 85 sur le dernier fait attribué à la bande, soit l'attaque sanglante du Delhaize d'Alost le 9 novembre. 8 morts et de nombreux blessés, une véritable attaque terroriste. Les tueurs prennent la fuite dans une Golf noire, ils tirent. Un policier riposte, mais la voiture poursuit sa route. La nuit suivante, elle est incendiée dans le bois de la Houssière, à 5 km du canal de Ronquières. La même nuit, vers minuit 30, un témoin observe un manège suspect au bord du canal. Il voit quelques personnes qui manipulent apparemment la plaque numérologique d'une voiture. Et un peu plus tard, quelques moments plus tard, il voit un sac qui flotte dans le canal. Le lendemain, les forces de l'ordre font appel aux plongeurs habituels de la police et des pompiers. Il se rend sur place, accompagné d'un assistant, Jeff Goossens. J'étais responsable de l'entretien des digues, du personnel, de tous les travaux. Je devais donc suivre tout cela régulièrement. Le plongeur, décédé depuis, était expérimenté. Il avait l'habitude de ce genre de travail, affirme son assistant. Il était très bon, vraiment. Il avait sa manière de faire, mais peu de choses lui échappaient. Il avait une excellente intuition. Il connaissait aussi bien le fond du canal que sa surface. Il connaissait tous les coins, tous les endroits où quelque chose pouvait rester coincé. Il le savait. En novembre 85, les fouilles durent un jour et demi. Il s'est éloigné, cherchant d'abord avec ses mains entre les rochers. Quand il est revenu, il a pris une barre qu'il avait conçue spécialement pour ça. Puis il s'est mis à nager jusqu'au fond. Quand il touchait quelque chose, il s'arrêtait et il fouillait à cet endroit. Il voulait que tout soit parfait, sinon il n'arrêtait pas. Mais malgré cela, rien. Non, rien. Ah si, un vieux vélo et une poussette. Pourtant, les tueurs sont bien passés par là. Sur le bord, on trouve d'un côté quelques ficelles qui ont probablement servi pour attacher la plaque à la voiture. Et ce qui est plus important, on trouve quelques boîtes coupées en morceaux, des boîtes qui ont contenu des munitions de la marque Legia. Voilà le type de languette qui porte les caractéristiques du plomb, la marque. On voit que ce sont des Legia. Dans l'enquête, on sait que les auteurs tirent à l'ost avec des Legia notamment. Alors elles ont été découpées en morceaux, elles ont été déchirées simplement, mais au lieu d'être simplement déchirées comme on ferait avec une boîte de carton ordinaire, on a utilisé un cutter, un couteau, une paire de ciseaux. Ici on voit la coupure. Seules les languettes sont trouvées ainsi que des petits morceaux de ficelle. Hormis ces éléments-là, aucune autre pièce n'est trouvée. Un an plus tard, le 6 novembre 86,
le parquet de Termonde, en charge d'un volet de l'enquête, décide de sonder à nouveau les eaux du canal, au même endroit. Et là, c'est la pêche miraculeuse, ou plutôt manipulée. Il est clair que quand on plonge en 85 et on trouve rien, et on plonge de nouveau en 86 et on trouve un tas d'objets, que c'est pas normal. Nous avons fait des expertises scientifiques qui nous montrent que les sacs et leur contenu surtout n'ont pas été dans l'eau plus que 6 ou 7 jours. Dans les 2 sacs qui ont été retrouvés dans l'eau, nous avons trouvé d'un côté un gilet pare-balles qui était coupé en morceaux, et sur le col du gilet pare-balles, nous avons retrouvé du sang avec de l'ADN exploitable. Et cela, c'est impossible que ces objets-là étaient plus longtemps que même 6 ou 7 jours dans l'eau. De l'autre côté, on a retrouvé des chèques qui étaient encore secs et lisibles. Donc il est impossible, et ça a été prouvé scientifiquement, que ces objets étaient là pendant un an dans l'eau. Mais il y a plus. Lors de son audition, Jeff Gossens révèle un nouvel élément inconnu des enquêteurs. Il affirme que le matin des fouilles de 86, il est revenu sur place. 3 hommes attendaient dans une voiture, et ce jour-là, le plongeur a remonté un sac au contenu bien mystérieux. Il a tiré sur la corde pour me prévenir qu'il y avait quelque chose. À ce moment-là, nous avons remonté un sac de jute qui était fermé. Il m'a aidé. Nous l'avons mis sur le côté. C'était assez lourd. Un poids de 25-30 kilos, quelque chose comme ça. Selon moi, c'était des espèces de tubes, c'était du métal, mais je ne sais pas ce que c'était réellement. Entre-temps, ces gens qui attendaient un peu plus loin sont venus. Ils se sont dirigés vers ce sac, l'ont pris et l'ont porté sur le chemin de halage. Ils l'ont examiné et recouvert d'une bâche. Et puis ils ont dit, c'est ok, vous pouvez arrêter, nous avons ce que nous cherchions. C'était ça. Ce sac n'a jamais été retrouvé. Peut-être contenait-il des armes. Ça se peut, bien sûr. Oui, mais vous ne pouvez pas l'affirmer. Quand vous sortez quelque chose de l'eau, il y a de la boue. Vous sentez bien qu'il y a des tubes. Mais ça peut être aussi des crasses qu'on a emballées et jetées à l'eau. Tout est possible. Les individus qui emportent le sac échangent quelques mots. L'un d'entre eux est grand, costaud et s'exprime en néerlandais. Les 2 autres parlent français. Mais qui sont-ils? Selon moi, c'était des gendarmes. Cela ne peut pas être autrement, car ils roulaient dans une voiture de la BSR. Pour le reste, je ne sais rien de plus sur ces hommes. La voiture était une R4, blanche ou beige. Le véhicule utilisé à l'époque par la gendarmerie, plus précisément par la brigade de surveillance et de recherche, soit la BSR. On peut supposer que c'est une voiture de la BSR de l'époque, mais ce n'est pas prouvé. Donc ça c'est un peu le problème dans toute l'enquête, ou toutes les enquêtes qui durent si longtemps. On commence à supposer des choses, et après un certain temps, ça devient une vérité. Et dans le cadre de l'enquête, comme nous le faisons maintenant, on se concentre sur les éléments matériels. Il y a peu, le témoignage interpellant de Jeff Gossens a été corroboré par un ami du plongeur. Lui dit donc clairement que le plongeur lui a dit qu'il a sorti ses sacs du canal, le sac de chute, et qu'il y avait des armes dedans. Qu'est devenu ce sac? Qui étaient ces gendarmes ou pseudo-gendarmes qui l'ont emporté? Qui a manipulé l'enquête et pourquoi? Nous ne savons pas naturellement. On aimerait bien savoir qui voulait manipuler l'enquête à ce moment. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, était en possession de ces objets, qui les a mis dans un sac et qui les a jetés dans le canal en sachant que quelques jours plus tard, ils allaient être retrouvés.
Était-ce un gendarme, un informateur? Rien ne permet de l'affirmer. Il faut s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits, insiste le parquet. Mais nous faisons un appel au public et plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu cette R4 et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ces 3 personnes avec la R4? Il est évident que c'est une question très importante qui peut nous donner des informations très importantes. Revenons sur cet autre élément essentiel, l'ADN, prélevé sur un col de gilet pare-balles repêché, lui aussi, à Ronquières. Voilà le col de gilet pare-balles qui a fait l'objet des expertises. On a la partie la housse en nylon kaki et on a les couches de Kevlar ici au-dessus. J'ai ici les photographies qui ont été prises par le laboratoire au moment de cette expertise-là. Un produit réactif est pulvérisé sur l'ensemble du col. Le produit est réactif dans le sens où, quand il entre en contact avec le fer présent dans l'hémoglobine, il diffuse une lumière. Donc on a ici une prise de photo avec une très longue ouverture a permis d'accumuler cette lumière-là et de localiser les taches qui peuvent avoir été en contact avec du sang ou imprégnées de sang. Une fois que ces points ont été localisés, le laboratoire a effectué des prélèvements. Ces prélèvements-là ont été traités et un ADN masculin complet a été dégagé de ces traces. Et donc, on a maintenant un ADN complet. Et donc, l'ADN est depuis quelques années systématiquement comparé à toute la banque de données. Et malheureusement, sans résultat jusqu'à présent. Mais cet ADN pourrait encore parler. Nous avons envoyé l'ADN à un laboratoire à Lyon, un laboratoire très performant, et nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats. Peut-être est-ce là le dernier chemin vers la vérité. Danone s'entend déjà que nous prenons soin de vous et de ce que vous aimez. Nous vous avons écouté et nous vous proposons la recette préférée de Danone Fruits, avec sa texture onctueuse et de délicieux morceaux de fruits. Redécouvrez votre recette préférée de Danone Fruits. Indice exceptionnel ce soir consacré aux tueries du Brabant. 36 ans après les premiers faits, le parquet fédéral fait de nouvelles révélations et dévoile dans Indice ce soir de nouveaux éléments. Regardez. Suivons à présent le parcours de cette Golf, rouge comme le sang, devenue noire, couleur de deuil. Nous sommes à Ohain, au restaurant Les Trois Canards, une table réputée de la région. Jacques Van Camp en est le patron. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 83, vers 1h du matin, le restaurant est fermé, le personnel quitte les lieux. Au moment où on s'apprête à sortir, moi et un jeune copain, on voit re-rentrer les 2 jeunes filles, les 2 jeunes étudiantes, suivies par un personnage muni sur sa tête d'un masque souple imitant un vieillard. Et donc moi je l'ai pris à la blague, croyant que c'était Jackie qui rentrait pour faire une blague. Et puis bon, on s'est vite rendu compte que c'était pas lui du tout. Le type est rentré, a dit qu'on devait se coucher dans la cuisine, à même le sol. Et une fois qu'on était couché, il a commencé à demander les clés de la Porsche, l'argent, la caisse. Bon, alors il a demandé les clés de la Golf GTI, de la fille, donc de Catherine. Elle s'est exécutée, lui a donné les clés de sa voiture. Il est sorti. On a entendu des coups de feu à l'extérieur. Je ne peux plus vous dire combien exactement, il y a trop longtemps. On a entendu plusieurs coups de feu et on a entendu un véhicule démarrer. Bon, là, on s'est regardé, on s'est levé, on est allé voir, on a vu sur le parking, allongé sur le dos, Jackie Van Camp avec une balle dans la tête. Jacques Van Camp décède à l'hôpital. Les tueurs ont pris la fuite au volant de la Golf GTI rouge de sa fille. Quelques jours plus tard,
Elle est vue sur un parking de la rue de Fer à Namur. La voiture est noire désormais. Nous avons retrouvé l'homme qui s'est garé juste à côté. Je suis allé au deuxième étage du parking et disons au fond du parking je vois une place, mais malheureusement il y avait une voiture là qui était garée contrairement aux autres voitures, c'est-à-dire avec l'avant de la carrosserie qui me regardait. Je me suis garé dans le bon sens, mais disons très près de l'autre voiture, donc je me dis si jamais elle doit démarrer comme ça, elle était en quinconce, elle va me rentrer dedans. Donc je prends note du numéro, comme on ferait une photo maintenant avec le GSM. On ne sait jamais s'il venait m'accrocher en partant avant moi. Ce jour-là, ou le lendemain, ou le surlendemain, je ne saurais plus dire exactement. Il y a un appel pour donner des renseignements, mais ça ne me dit encore trop rien, mais quand on donne la plaque, alors ça fait un petit, il me semble que j'ai vu ça, quoi. Je vérifie dans mon portefeuille, et alors... nous deux, ma femme était à côté de moi, on regardait la télévision, je lui montre le papier, mais ça correspond, c'est exactement la même plaque. Alors que faire j'ai décidé avec ma femme de témoigner en disant voilà. Qui a repeint cette Golf rouge en noir? Cette Golf a été repeinte d'une façon semi-professionnelle. Donc on s'est concentré sur l'extérieur, l'aspect extérieur de cette voiture, mais on n'a pas touché à l'intérieur. Néanmoins, il faut quand même avoir une certaine connaissance de cause pour repeindre une voiture comme ça. Bercel, le lendemain, soit le 7 octobre 83, les tueurs du Brabant frappent à nouveau, avec une violence inouïe. Aujourd'hui, les lieux ont peu changé. Le jour de l'attaque, il est environ 19h50 lorsque la Golf noire s'arrête sur le parking. Dans le magasin, un étudiant s'active au rayon fruits et légumes. 35 ans plus tard, il se souvient de cette soirée avec une extraordinaire précision. Je travaillais en tant qu'étudiant tous les soirs au Deleuze de Bercel. Je connaissais bien M. Vermal, le directeur. Donc j'arrivais, moi, entre la caisse 1 et le rayon boulangerie, avec mes caisses de bananes dans les bras. J'ai avancé et j'ai vu que M. Vermal venait à ma droite. J'ai reculé, j'ai fait un pas en arrière et je lui ai dit « après vous ». Et c'est lui, il était 1 mètre devant moi, 1 mètre 50 devant moi. Quand il s'est trouvé nez à nez avec le premier qui a tiré à hauteur de la tête, à hauteur de sa tête, au riot gun. Monsieur Vermal s'est écroulé. D'autres personnes, ça a crié, ça a été la panique dans le magasin. 2 caissières avaient été touchées, dont une qui a été touchée en dessous l'épaule, dans l'aisselle, et qui était paniquée, mais vraiment à crier sur place. Je l'ai tirée, je l'ai mise par terre, je me suis couché, si je peux dire, couché sur elle, pour vraiment qu'elle ne bouge plus, qu'elle arrête de crier. Et puis ils sont rentrés, ils ont été au coffre, et puis ils sont repartis, et aussi vite qu'ils sont rentrés. Ça a duré, je sais plus, je peux pas dire que ça a duré 3 minutes. C'est vraiment un temps très court. Donc, c'est un cas de guerre. Je pense que la scène que j'ai vue était vraiment ce qu'on pourrait voir en cas de guerre, alors que là, on n'était pas du tout en cas de guerre. Voilà. J'en ai des frissons là maintenant à vous dire ça, parce que bon, c'est remuer le passé, mais j'ai les images encore, mais dans ma tête, vraiment très claires. Après la mort de son directeur à Bercel, le groupe Deleuze propose une récompense à qui pourrait identifier les auteurs. Une initiative exceptionnelle chez nous. C'était vraiment un choc pour nous, encore aujourd'hui, ça vit encore dans l'entreprise. À l'époque, il y a 35 ans, c'était aussi une entreprise beaucoup plus familiale, avec beaucoup de gens de la famille qui travaillaient chez Deleuze. C'est la direction à l'époque qui a pris la décision pour mettre à disposition le montant de 10 millions de francs belges, vraiment comme signal, comme message émotionnel pour dire ok, ça nous touche vraiment, et nous on veut comme organisation qu'on va trouver la solution ou les faits derrière les attentats. Cette prime-là est encore disponible. Ça veut dire aujourd'hui, ça représente 250 000 €. Revenons à notre témoin. Il décrit un tireur de grande taille avec une particularité physique. Pour la première fois, cela fait l'objet d'un appel au public. Ils étaient tous masqués,
de masques de carnaval, mais de vieilles personnes. C'était pas des masques complets, en masque en silicone, c'était vraiment le masque qui tient avec un élastique. Et c'est là, franchement, que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait une tache de vin, une tache à peu près, je dirais, plusieurs centimètres de haut, donc de forme ovale, rectangulaire, mais la tache bien visible. Il avait la peau mate, les cheveux foncés, crêpés. Nous faisons un appel au public pour nous faire savoir s'il y a quelqu'un qu'ils connaissent avec une tache spécifique comme ça dans la nuque. À l'abri des regards, les malfaiteurs se délestent de la banquette arrière de la voiture. Depuis, celle-ci fait partie des pièces à conviction. Voilà, j'ai ici la banquette de la Golf volée à Madame Van Camp. Cette banquette a été retrouvée sur le parking du Deleuze de Bersel. En fait, un témoin a vu les auteurs du hold-up s'arrêter au fond du parking et sortir cette banquette pour l'acheter dans les buissons. Elle a probablement encore été utilisée par les auteurs lorsqu'ils sont présentés, lorsqu'ils ont fait la route jusqu'au Deleuze de Bersel. Sur place, ils enlèvent la banquette, ils l'abandonnent sur place, ils se stationnent dans un coin du parking et ils éjectent cette banquette dont ils n'ont plus l'usage. Ils devaient forcément faire usage de cette banquette pour se présenter sur les lieux, pour ne pas avoir une attitude suspecte. Un auteur n'aurait pas pu s'asseoir dans le coffre. Quand ils prennent la fuite, un auteur monte par le haillon à l'arrière et donc la banquette n'est plus d'aucune utilité. Que devient ensuite la voiture? On l'ignore, mais elle réapparaît le 1er décembre 83 en soirée devant cette bijouterie d'Anderlu. 3 hommes en sortent. On entend des détonations, un témoin appelle la police. Ce soir-là, Jocelyn Meisters est de garde. J'étais au bureau. Et alors le dispatching de la Louvière m'a dit, écoute, on a tiré des coups de feu à la bijouterie, rue de la station. À mon arrivée, il n'y avait plus personne dans la bijouterie. Donc, je suis allé vers l'arrière de la maison, dans la cuisine. J'ai constaté qu'une dame était étendue au sol. En allant dans l'atelier, au-delà de la cuisine, j'ai vu le bijoutier aussi qui avait été tué, mais d'une façon horrible, quoi. Parce qu'il y avait plusieurs impacts que j'ai vus. Ils ne donnaient plus une de vie non plus. Donc ils avaient été, pour moi, massacrés. Alors, j'avais remarqué, parce que je voulais l'identité exacte du bijoutier, déjà son nom, je ne savais pas comment ça s'écrivait, donc j'ai vu sa carte d'identité dans son portefeuille qui se trouvait dans la poche de son pantalon, et il y avait plus de 100 000 francs en billets. Dans le tiroir caisse de la bijouterie Provence, il restait aussi de l'argent. Tous des billets, de la monnaie, quoi, des billets. Rien n'a été pris. On supprime de vie, un homme, une femme, qui a 2 enfants, qui ne demandait rien à personne. Et c'est ça ce qui me fait mal. Mais j'ai été étonné qu'après que j'ai appris que c'était les tueurs du Bourbon Wallon. Qu'est-ce que les tueurs du Bourbon Wallon venaient faire ici, dans un patelin, comment dire, ici t'as fait une grande ville, une grande bijouterie, tout ça, j'aurais pu. Mais ici, tuer des personnes vraiment pour tuer, quoi. À 5 km de la bijouterie se situe le bois d'Ourpe. C'est ici que l'on retrouve la Golf, incendiée. Le double assassinat d'Anderlu constitue l'un des faits les plus incompréhensibles commis par les tueurs du Brabant. En août dernier, la Belgique adoptait une loi sur les repentis dans l'espoir d'inciter les personnes mêlées aux faits à parler enfin. Cette loi a été faite, entre autres, pour l'enquête des tueurs de Brabant Wallon. Parce que nous espérons quand même qu'il y a des gens, après 30 ans, plus que 30 ans, veulent quand même parler, veulent quand même dire quelque chose, ne fût-ce que pour leur conscience, par exemple, mais qui n'ont pas envie d'être punis gravement. Ils ont maintenant l'occasion de s'avancer, de s'expliquer, et puis c'est une loi stricte, avec des conditions strictes, mais peut-être que la justice peut garder leur cas avec un œil favorable.
Cela permettra-t-il de résoudre le mystère des tueurs du Brabant? Le parquet fédéral veut y croire. C'était quand même des événements très graves à l'époque. Il y a plein de gens qui se souviennent de plein de choses qui se sont déjà avancées. Mais il y a encore peut-être des autres personnes qui ont bloqué certains souvenirs, etc. Donc, chaque témoignage peut être important. Ce qui est sûr est que nous ferons tout notre possible pour arriver à un résultat. Peut-être que nous allons trouver la solution, mais peut-être pas. C'est une réalité. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire qu'on a tout essayé. Si vous avez des nouvelles révélations, n'hésitez pas à les communiquer à la police fédérale. Dominique Demoulin, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est pourquoi 30 ans plus tard, cette enquête n'est toujours pas résolue. Par manque de preuves. 85, c'est une autre époque. On ne connaît pas l'empreinte génétique, autrement dit, les traces d'ADN laissées sur une scène de crime. La première fois que ce sera utilisé, c'est en 87, en Angleterre, à Leicester. Trop tard donc pour nos tueurs du Brabant. Le téléphone portable, lui, qui aujourd'hui amène des preuves quasiment dans toutes les enquêtes criminelles, il n'en est qu'à ses balbutiements. Manque d'éléments matériels et puis lacune dans l'enquête. Celle-ci est dispersée entre différents parquets qui suivent des hypothèses différentes. C'est la guerre des polices. Et enfin, vous le savez, on a souvent évoqué une complicité au sein même de la gendarmerie. Si c'est le cas, les gendarmes étaient évidemment bien placés pour désorienter cette enquête. Dominique, il faut le dire aussi, il y a une nouvelle loi qui pourrait peut-être délier des langues. Une loi sur les repentis qui a été promulguée en Belgique au mois d'août dernier et qui devrait sans doute inciter des personnes mêlées à ces faits à parler enfin, en échange par exemple d'une remise de peine. Merci beaucoup Dominique Demoulin pour ces nouvelles révélations sur ces tueries du Brabant. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve déjà avec beaucoup de plaisir le 7 novembre prochain pour un nouvel indice. Très belle soirée à vous.